sommaire de cette édition, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a présenté son nouveau gouvernement, et ce, après avoir limogé les ministres de la Défense et de la Sécurité. En République démocratique du Congo, la justice a engagé une nouvelle procédure contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et puis la plus haute juridiction sud-africaine a blanchi le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le financement de sa campagne 2017 pour la direction de son parti. Merci de nous préférer pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Au Burkina Faso, après le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité, le gouvernement a présenté son nouveau visage. La nouvelle équipe a été présentée ce jeudi par le président Roch Marc Christian Kaboré. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, au pouvoir depuis 2015, et réélu en 2020 sur la promesse de ramener la paix dans son pays, a présenté son nouveau gouvernement après avoir limogé les ministres de la Défense et de la Sécurité suite à la récente montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Sur les motivations du réaménagement, le Premier ministre explique. L'attaque de Solan a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement, les attaques qui ont été d'une gravité extrême, ont interpellé la conscience du chef de l'État qui a estimé que ce réagissement était indispensable. Dans le nouveau gouvernement, certaines fonctions sont directement assumées par le président de la République, selon Christophe Dabiri. C'est pourquoi il a repris les rênes du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour pouvoir procéder à une réorganisation interne de l'ensemble de nos structures chargées de la défense et de la sécurité de notre pays. Et je pense que cette décision, elle est extrêmement importante et permet au chef de l'État, qui a été élu par le peuple, de renouer avec ce peuple et de recréer la confiance indispensable pour ce qui concerne la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Une semaine après ce massacre, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Dori, le chef-lieu de la région du Sahel, où se trouve Solan, pour dénoncer l'inaction des autorités. Samedi, d'autres manifestations aussi importantes ont eu lieu dans plusieurs villes des régions du Nord et du Centre-Nord. De nouvelles manifestations sont prévues dans tout le pays ce week-end, à l'appel de l'opposition et de la société civile. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a fait appel de sa condamnation la semaine dernière par contumace à la prison à perpétuité. Il était jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons introduit un recours en appel contre ce verdict et avons saisi des juridictions internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, a déclaré à l'AFP Souleymane Diallo. Le 23 juin, la Cour d'assises d'Abidjan avait condamné Guillaume Soro à la perpétuité et à 20 ans de prison ses principaux co-accusés, Souleymane Kamagaté, son ex-chef du protocole, Afoussi Bamba, son ancien ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication. Ce procès s'est tenu au mépris et en violation des règlements et de plusieurs décisions de la Cour africaine, a estimé Maître Diallo, soulignant que la Côte d'Ivoire s'est illustrée de la plus mauvaise des manières vis-à-vis des juridictions internationales. Le 22 avril 2020, la CADHP avait ordonné à Abidjan de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et de remettre en liberté 19 de ses proches condamnés le 23 juin. Mais les autorités ivoiriennes avaient estimé que les décisions de la Cour africaine portaient atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de sa justice. Le 23 juin, la Cour d'assises avait également ordonné la dissolution du mouvement de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire GPS, accusé de se livrer à des actes subversifs. Pour lui, ce sera la prison à perpétuité, avait déclaré en octobre 2020 le président Alassane Ouattara au sujet de Guillaume Soro, son ancien allié, accusé d'avoir fomenté avec ses partisans une insurrection civile et militaire visant à renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019.
Pendant que Guillaume Soro fait appel de sa condamnation en République démocratique du Congo, la justice a engagé une nouvelle procédure contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, soupçonné de détournement de fonds. Le procureur souhaite l'auditionner, mais Augustin Matata Ponyo a demandé de répondre au bureau du Sénat lundi prochain. Il promet de fournir des explications utiles. Après le refus des sénateurs de livrer Augustin Matata Ponyo, soupçonné de malversation dans le dossier du parc agro-industriel de Bukongalonzo, le procureur de la Cour constitutionnelle s'est adressé une fois encore au bureau du Sénat. Cette fois, dans un tout autre dossier où il est soupçonné de détournement de fonds. Le procureur souhaite l'auditionner, mais Augustin Matata Ponyo a demandé de répondre au bureau du Sénat lundi prochain. Il promet de fournir des explications utiles. Le nouveau dossier concerne le dédommagement des victimes de la zaïrianisation, ces mesures économiques prises entre 1973 et 1974, par lesquelles les expatriés avaient vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. Devant l'échec de ces mesures, le gouvernement s'était ravisé et avait en 1977 ordonné la rétrocession et l'indemnisation des victimes. C'est alors que l'affaire tourne à la malversation. Selon le procureur de la Cour constitutionnelle, lorsque Matata Ponyo est ministre des Finances en 2011, il va signer plusieurs protocoles d'accord avec des représentants de prétendues victimes. Devenu Premier ministre, il va leur régler près de 111 millions de dollars et plus de 27 millions de livres sterling en guise de compensation. L'opération s'arrête en 2013 sur décision du président Joseph Kabila, qui ordonne alors une enquête. Mais le dossier reste sans suite. La justice, qui aujourd'hui soupçonne un détournement de deniers publics, entend rouvrir l'affaire. Le procureur a demandé au bureau du Sénat d'autoriser que le sénateur Matata Ponyo soit auditionné par la Cour constitutionnelle. Mais ce dernier préfère, lui, s'expliquer devant le bureau du Sénat. On reste en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a annoncé ce jeudi qu'il se représenterait en 2023. C'était pendant une interview à mi-chemin de mandat marqué par la rupture de l'alliance avec son prédécesseur Joseph Kabila. Sur mon intention de me repositionner en 2023, je veux continuer. J'ai une vision pour ce pays. Je veux voir ce pays se transformer. Je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays. Nous devons le faire, a déclaré le président Tshisekedi dans une interview à la télévision publique, la RTNC. Je ne veux pas qu'on pense que comme j'ai cette ambition, je vais me comporter comme si j'étais en campagne. Lorsque le travail sera fini, nous retournerons vers le peuple pour solliciter les suffrages, a ajouté le chef de l'État. 2 jours plus tôt, dans une autre interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, Félix Tshisekedi avait tenu des propos similaires. J'ai le droit de faire 2 mandats. Pourquoi m'arrêterais-je en chemin? J'ai une vision pour ce pays, je veux la concrétiser. Si le peuple veut bien m'accorder ce second mandat, je poursuivrai ma mission. Et après, je passerai la main, avait-il alors déclaré. La Constitution congolaise limite à 2 le nombre de mandats d'une durée de 5 ans à la magistrature suprême. Ancien opposant, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle controversée de décembre 2018 et a succédé à Joseph Kabila en janvier 2019. Les 2 hommes avaient alors signé un accord de coalition auquel Tshisekedi a mis fin en décembre 2020. Depuis, le chef de l'État a pris le contrôle de toutes les institutions du pays. Dans son interview, Félix Tshisekedi ne donne aucune garantie sur l'organisation de la présidentielle à l'échéance constitutionnelle de décembre 2023. Bien malin, celui qui pourra le garantir. Mais précisons les choses, le retard pris dans la désignation des membres de la CENI, la commission électorale, n'a rien à voir avec moi, a-t-il ajouté. La prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà de son terme le 20 décembre 2016 avait provoqué des tensions dans le pays. La plus haute juridiction sud-africaine a blanchi le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le financement de sa campagne 2017 pour la direction de son parti, l'ANC, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Le président ne pouvait pas, par inadvertance et délibérément, induire le Parlement en erreur, car ces 2 mots ne peuvent pas s'appliquer en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre.
Par conséquent, la médiatrice de la République a eu tort sur les faits et sur le plan légal en ce qui concerne la question de savoir si le président avait délibérément trompé le Parlement, et la Haute Cour a eu raison d'annuler sa conclusion. Les éléments du dossier montrent que le président n'a pas bénéficié personnellement des dons faits à la campagne de la CR17. La médiatrice de la République ne l'a peut-être pas cru, mais elle n'a pas rejeté cette preuve. Par conséquent, le jugement doit avoir été rendu sur la base de cette preuve. Ces deux questions ne faisaient partie d'aucune des plaintes soumises à la médiatrice de la République. En conséquence, elle n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur des faits ne faisant pas partie des plaintes. Et puis Dina Mufti, le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a lancé un appel aux forces du Front de libération du peuple du Tigré d'adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 28 juin dernier par Addis Abeba. Pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être deux, comme au Togo, a-t-il déclaré. L'Éthiopie a lancé jeudi un appel aux forces de front de libération du peuple du Tigré, les appelant à adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 28 juin par Addis Abeba. Les troupes pro-TPLF ont repris lundi Mekele, capitale de la région en guerre du Tigré, marquant un tournant majeur après près de 8 mois de conflit entre les anciennes autorités régionales et le gouvernement fédéral. Addis Abeba avait décrété dans la foulée un cessez-le-feu unilatéral. La décision de suspendre les hostilités a été prise unilatéralement de notre côté. Mais bien sûr, pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être deux, comme au Togo. C'est à la partie adverse de réagir pour permettre la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. La ville de Mekele était sous le contrôle de l'armée fédérale depuis le 28 novembre, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de paix 2019, d'une offensive pour renverser les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il l'accusait d'avoir attaqué des soldats fédéraux. Ils ont lancé leur offensive le 18 avril, à 3 jours des élections nationales très attendues qui se sont tenues dans une grande partie de l'Éthiopie. Le conflit a déjà fait des milliers de morts. Selon l'ONU, au moins 350 000 personnes se trouvent en situation de famine dans la région, ce que conteste le gouvernement d'Éthiopie. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.